nous avons la chance d'accueillir Sarah Pout du bureau Bogdan Evenbroek, qui va venir nous présenter le projet de la reconversion de l'usine Malmar à Gand. Comme ça a été expliqué la fois précédente avec la conférence de Sylvain Grisot, les conférences projets urbains sont cette fois-ci le thème du recyclage du territoire, de l'intensification des activités au sein du territoire. Et la première conférence, après la conférence introductive de Sylvain Grisot, va cibler une zone très précise d'un quartier, qui est un ancien quartier d'industrie sidérurgique à Gand, l'ancienne industrie sidérurgique Malmar. Et on va pouvoir voir comment, effectivement, depuis la fin de cette crise à Gand, la ville de Gand a piloté et mis en œuvre sa reconversion, notamment via la société Sogent, qui est la régie autonome de développement urbain de la ville de Gand. Comment ils ont eu l'initiative de lancer un projet, notamment de reconversion pour de l'habitat, où les futurs habitants ont pu participer à l'élaboration, à la réflexion de leur logement futur. Ça a été une expérience assez intéressante, c'est pour ça qu'on a décidé de vous la présenter, justement pour voir comment un bureau d'architecte, cette fois-ci, pouvait traiter avec plusieurs dizaines, une soixantaine, je pense, de futurs habitants tout au long de ce projet, qui est comme un projet d'envergure. Donc ici, pour cette conférence-ci, on est sur de la plus petite échelle, de la micro-échelle, l'échelle d'un grand quartier, avant de basculer la fois prochaine sur l'échelle du port de Bruxelles, qui est déjà un peu plus importante, et puis une échelle encore plus large qui sera celle de la ville de La Louvière. Donc je vous invite à suivre les prochaines conférences qui auront lieu le 18 novembre, qui présentera le master plan Horizon 2040 du port de Bruxelles. Le projet de la ville de La Louvière sera présenté le 2 décembre. Et au final, nous verrons le projet sur le ferme du Champ d'Écailles et Logis Floréal, où ce projet sera la présentation d'une étude qui a été faite notamment par Innoviris pour voir comment effectivement au sein d'un tissu urbain on pouvait faire cohabiter agriculture urbaine, développement immobilier. Je rappellerai que les conférences projets urbains sont organisées par l'Université de Liège, par la Haute École Charlemagne, Sophie Clément ici présente pour les bacheliers en immobilier, est organisée également par la ville de Liège, l'AMVille Liège et le Gré de Liège, et qu'au sein de l'université, ce sont les facultés de sciences appliquées, facultés d'architecture et facultés de sciences qui organisent l'ensemble de ces conférences. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Sarah Pout qui va vous présenter le bureau Bogdan Evenbroek et présenter le projet tout du long. Bonne conférence. À vous, Sarah. Merci, Joël. Je vais tout de suite partager mon écran. Est-ce qu'on le voit bien? Parfait. Alors tout d'abord, merci de nous avoir invités. C'est un vrai plaisir d'être invitée par des institutions liégeoises. Je suis moi-même née à Liège, en fait, même si je vis à Bruxelles et j'ai vécu dans d'autres pays européens. Et c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir être avec vous ce soir pour cette raison-là. Alors, pour la même raison, peut-être que je vais commencer par présenter le bureau de manière plus générale, parce qu'on est très peu présent sur le territoire wallon. Le bureau Bogdan Evenbroek a été fondé en 2007, donc il y a un peu plus de 10 ans, par Oana Bogdan, d'une part, qui est roumaine, qui est l'ancienne secrétaire d'État au ministère de la Culture en Roumanie il y a quelques années. Elle est notamment la fondatrice du nouveau parti politique roumain suite à cette expérience au sein du gouvernement. Elle est aussi plus proche de chez nous en Belgique. Elle fait partie du Board of Directors de la nouvelle mouture du magazine A+. À ses côtés, Leo Venbroek, qui lui est bruxellois, qui a été notamment le dernier Vlaams Bouwmeester, donc le maître architecte du gouvernement flamand. Entre autres choses, il a fini son mandat il y a à peine quelques semaines, il a rendu la main et on l'attend pour de nouvelles aventures. Mais au-delà des deux fondateurs, Bogdan Evenbroek, c'est avant tout une équipe. Donc on est une vingtaine de personnes, principalement architectes, avec des profils extrêmement variés. Certains d'entre nous sont urbanistes,
d'autres sont historiens de l'art, certains sont ingénieurs. On a aussi des personnes dans le bureau qui sont spécialisées en graphisme ou en management culturel. Donc voilà, on a en fait une équipe qui est extrêmement diverse et qui, d'une certaine manière, traduit un peu la manière dont on aborde les projets et l'architecture. Parce qu'aujourd'hui, je m'adresse principalement à des urbanistes, mais avec les lunettes de l'architecte qui fait l'urbanisme d'une manière un peu différente en partant d'une autre échelle, d'un autre grain. Alors, on est rassemblés autour d'une série de valeurs partagées qui sont bien plus larges que juste notre domaine, notre discipline de l'architecture, mais qui touchent vraiment à la manière dont on organise la présence de l'humain sur Terre. Donc, on est particulièrement, comment dire, porté par un avenir un peu plus vertueux, un peu plus vert, juste par la simple prise de conscience qu'on n'est pas grand-chose. Ici, on voit une image de la NASA prise depuis Mars, où on voit très bien que notre petite planète, elle n'est pas grand-chose. Et pourtant, je vous apprends rien au rythme où on va, avec nos modes de consommation, nos consommations d'énergie, nos consommations d'espace, la manière dont on organise la société humaine, on arrive aux limites, on est déjà arrivé aux limites de cette planète-là. Alors, autant que je suis très intéressée par la conquête de Mars, on n'y est pas encore. Donc, notre activité d'architecte, finalement, elle essaye d'aborder ce problème-là sous l'angle de l'occupation des sols. Le réel problème de notre planète aujourd'hui, c'est pas le nombre de panneaux solaires qu'on va mettre sur le toit, c'est pas couper l'eau du robinet quand on se brosse les dents, c'est réellement la manière dont la présence de l'humain est organisée sur Terre. Et donc, cette question de l'étalement urbain qui a été largement abordée par Sylvain Grisot dans la précédente conférence, pour nous, c'est vraiment la pierre à casser pour basculer vers une société un peu plus consciente et un peu plus efficace. Alors, par exemple, Sylvain Grisot a dit « Je ne travaille plus dans les milieux ruraux, je travaille uniquement dans les milieux urbains ». C'est également quelque chose qui est constant dans notre travail. Tous nos projets sont dans des milieux urbains ou des communautés urbaines, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de ville à proprement parler, on ne donne pas d'échelle à cette notion de ville, mais on parle de compacité. Donc vraiment d'urbanité, que ce soit à l'échelle d'un village ou à l'échelle de la ville. Et ça part du principe qu'en réalité, une maison isolée, qu'elle soit la plus verte possible, avec des systèmes écologiques vertueux, a en fait la même consommation d'énergie qu'une maison mitoyenne qui daterait du milieu du siècle passé, qui n'a pas été rénovée, mais qui, par sa position en centre-ville, par un effet de masse et de compacité, aura la même consommation d'énergie. Par contre, ce qui diffère, c'est la consommation qui est liée, par exemple, au transport ou à la manière dont on va relier une maison isolée au réseau d'eau, d'électricité et autres télécommunications. L'image que vous voyez là sur l'écran, peut-être que certains l'auront reconnue, en fait, c'est un zoom sur les surfaces bâties en Flandre. Donc, on voit ici, dans le bas de l'image, la région de Bruxelles-Capitale, en blanc, et en haut, la côte de la mer du Nord. Donc, ce qu'on voit sur cette image, c'est la fragmentation de notre territoire. Donc, quand on parle d'étalement urbain, on prend souvent les modèles américains ou les modèles français, où en fait la ville s'étend et mange du territoire. En Belgique, on a un problème, ou en tout cas en Flandre, parce nous, on est plus occupés en Flandre qu'en Wallonie. En Flandre, le problème est différent. Le problème, c'est la fragmentation de cet espace qui est qui fragmente ce territoire et qui décompose d'une certaine manière les continuités écologiques, les continuités agricoles et qui vient... excusez-moi.
et qui donc fait basculer cette question de l'étalement urbain qui part de la ville sur la notion de territoire. Donc on voit ici sur le diagramme qui est projeté sur l'écran que si on a une moyenne de 20% du territoire qui est bâti sur l'ensemble de la Belgique, on a un déséquilibre très clair entre la Wallonie et la Flandre. En Flandre, on est à 26% et demi de territoire bâti et ce territoire bâti continue d'augmenter. Dans ces proportions, finalement, la moitié de cette portion de territoire bâti, elle est destinée au logement. Elle est destinée à différentes échelles, donc à du logement urbain, mais aussi à du logement rural, le long de ce qu'on appelle les steenweg, les chaussées, qui sont un caractère extrêmement flamand dans le développement du territoire. Alors évidemment, on est le mauvais élève si on se regarde dans un miroir à l'échelle de l'Europe. Avec les Pays-Bas, on est sur des surfaces imperméables qui représentent plus de 8% de notre territoire. À l'échelle de l'Europe, on est vraiment le mauvais élève. Le seul pays qui nous dépasse, c'est Malte, qui a des caractéristiques complètement différentes en termes de géographie, de géologie de ses sols et de positionnement dans le territoire. Nous partons du principe que chaque écosystème doit comporter au minimum 30% d'espace qui n'est pas touché par l'être humain. Donc 30% d'espace qui n'est pas touché par l'être humain, on ne parle pas ici de zones agricoles ou de terrains en friche, mais réellement de lieux où la biodiversité est laissée à son propre sort et où des continuités écologiques peuvent se former. Ce minimum de 30%, il doit être continu pour être vraiment efficace. Alors qu'en Flandre, on est à 2,8%, et celui-là, ces 2% et demi, c'est presque 3%, sont fragmentés sur l'ensemble du territoire. À titre d'exemple, 30% du territoire, voilà, très graphiquement, c'est une bande de 20 km de long qui prendrait à peu près toute la largeur de la Belgique. On en est loin. Et pourtant, il y a des moyens de mettre en place ces continuités écologiques au travers du territoire, qui sont mis en place par exemple chez nos voisins aux Pays-Bas, avec des écoducts au-dessus des réseaux de transport, avec des continuités écologiques linéaires, et donc on se dit qu'on pourrait mettre ça en place aussi. Un autre exemple qui est complètement différent, c'est l'exemple du Royaume-Uni. Il est sûrement familier pour vous, mais donc cette question des centres urbains très denses avec une continuité écologique autour, avec ces ceintures vertes autour des villes, c'est quelque chose qui leur permet d'une certaine manière de transformer la densité. Parce que si on parle de compacité, si on parle d'intensification du territoire, on parle aussi de densité. Alors, en Belgique, la conception commune, c'est qu'on a une très grande densité d'habitants par kilomètre carré. Effectivement, si on regarde sur l'ensemble du territoire, on est à 355, alors que le Royaume-Uni est à 266. Mais par contre, si on compare cette densité non pas sur l'ensemble de la surface du territoire, mais uniquement sur la portion de surface qui est actuellement, qui est réellement construite, on est en fait aux 3/4 de la densité du Royaume-Uni. Donc, en comptant différemment, on se rend compte que la portion du territoire qui est bâtie a une plus grande capacité que ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc, si on utilisait la même portion d'espace bâti qu'aujourd'hui en Belgique, mais avec la densité du Royaume-Uni, on aurait de l'espace pour 17 millions d'habitants en Belgique, alors que les pronostics à 2060 tournent autour des 12 millions. Donc finalement, la Belgique n'est pas un pays dense. À notre sens, c'est plutôt une ville vide. Et on pense que densifier ne peut se faire qu'au bénéfice d'une dédensification ailleurs.
Il est temps en Belgique, en tout cas du côté nord de la frontière linguistique, de commencer à déconstruire le territoire. Donc ici, de nouveau, de manière extrêmement graphique, l'ensemble de la population belge pourrait tenir soit dans une frontière linguistique d'1,5 km de large, soit dans l'équivalent de 2,5 fois la région de Bruxelles-Capitale. Donc on voit que le territoire a des possibilités. Alors maintenant, le Belge a une brique dans le ventre. C'est quelque chose qui est assez répandu comme expression, et c'est lié à des systèmes structurels et institutionnels. Donc on sait qu'en Belgique, l'après-guerre a permis une mise en réseau du territoire avec la création d'un réseau ferroviaire élargi, mais il y a aussi eu la loi de taille qui a permis aux contribuables belges de pouvoir faire des emprunts qui lui ont permis d'accéder à la propriété. Donc, cette accession à la propriété, elle est rentrée dans les mœurs et dans les comportements culturels du Belge, mais on est en fait une vraie anomalie au niveau européen. C'est-à-dire que si on regarde la proportion de pays riches, ou en tout cas les plus riches d'Europe, on est en général sur une majorité de locataires. C'est-à-dire que, par exemple, en Allemagne, la proportion de locataires par rapport aux propriétaires est de 50%. En Belgique, on est à 70%, alors qu'en Roumanie, qui est un pays relativement pauvre, on est à 90%. Et c'est lié à leur passé communiste et à d'autres systèmes ou mécanismes institutionnels qui ont permis cette accession à la propriété. Mais donc, en Belgique, on est réellement une anomalie. Je ne vous apprends rien. La relation entre la densité et le temps de transport, le temps de trajet entre son habitat et son travail sont intimement liés. Et en Belgique, de nouveau, on bat des records. Alors, la manière dont nous, on travaille, c'est de se demander, non pas avec un discours moralisateur sur « Ah, c'est mal d'habiter », oui. Sarah, je me demande s'il n'y a pas de problème de défilement de tes slides. Ça fait un petit moment que moi je vois le même slide figé. Je ne sais pas si c'est normal. Est-ce que c'est une image avec 2 très longues images vertes? Non, enfin, moi je vois sur mon écran l'image en noir et blanc d'un ensemble d'agglomérations belges apparemment, dont tu as parlé il y a quelques minutes. Joël, je crois qu'il n'y a que toi, moi je n'ai pas de problème. Ah, c'est moi qui bug. Ok, désolé. Autant pour moi, je me reconnais, je reviens. Désolé. Où en étais-je? Oui, donc la question de la densité, elle passe souvent par un discours moralisateur où, d'une certaine manière, on utilise le vecteur de la honte comme un moyen de changer les habitudes des habitants. De notre côté, on pense qu'au contraire, il faut plutôt travailler sur un discours positif sur, en fait, la ville, pour nous, c'est un avenir qu'on peut regarder avec beaucoup d'envie et de désir. Donc, on travaille sur comment est-ce qu'on peut apporter en ville la même qualité de vie que ce qu'on pourrait trouver dans une maison à la campagne, avec un jardin, avec des espaces verts. Et donc, ça passe aussi par, parfois, la grande hauteur. Donc vraiment, on pense que c'est plus qualitatif de vivre dans un centre urbain qui contient toutes les facilités et toutes les commodités de la ville, tout en préservant des espaces ouverts pour les continuités écologiques, que de vivre dans un étalement urbain où finalement le coût économique, mais aussi le coût mental finalement est assez élevé. On a vu qu'il y avait des corrélations entre le temps de trajet, par exemple, des navetteurs et la proportion de divorces ou de suicides dans les populations rurales. Donc vraiment, on aborde la question du
du projet d'architecture et du projet urbain à travers le prisme de cette qualité de vie là. Et donc, par exemple, ça peut impliquer de temps en temps de parler de grande hauteur. Donc, les immeubles de grande hauteur sont souvent décriés, mais en réalité, ils offrent une qualité de vie qui est extrêmement enviable. Donc, des vues sur un long paysage, mais aussi au niveau du sol et de l'espace public, des ombres portées qui vont être moins présentes, moins longtemps. Donc, on est vraiment sur cette question-là de comment est-ce qu'on peut réussir à proposer cette qualité de vie-là dans des milieux urbains. Alors, on n'est pas toujours attaché à la grande hauteur. Parfois, ça a du sens quand le territoire dans lequel on s'inscrit possède assez d'espaces ouverts, assez d'espaces verts, de s'inscrire dans plutôt une densité d'immeubles bas. Mais parfois, effectivement, la grande hauteur permet de débloquer et de faire respirer des quartiers. Alors, si on parle de densification d'un côté et de dédensification de l'autre, l'architecte et l'urbanisme, finalement, ont très peu de moyens de levier. Je pense que c'est aussi quelque chose qui doit venir des institutions, du gouvernement, des cadres législatifs, qui permettraient, par exemple, des transferts de droits de développement. Donc, si en Belgique, on est propriétaire d'une parcelle au milieu de nulle part, évidemment qu'on va vouloir la construire. Mais sa valeur économique et sa valeur écologique pourraient être différentes si d'un coup, on n'est plus propriétaire du terrain, mais on est propriétaire du droit de construire ailleurs. Et donc, en transmettant ces droits de construction, on pourrait éventuellement construire plus sur des terrains qui peuvent absorber une meilleure densité, plus proche, par exemple, d'un réseau de trains ou plus proche d'un centre urbain. Donc, finalement, cette question de la valeur du terrain, mais aussi valeur de la construction, elle est intrinsèquement liée à un cadre réglementaire qui, pour le moment, peine à dépasser cette question de la propriété. Alors évidemment, ça pose une autre question qui est que l'architecture, finalement, c'est un outil de capital. Quand on parle aujourd'hui de logement, on parle en réalité d'un produit au même titre qu'une machine à laver ou qu'une machine à café. C'est un produit qui est imaginé, financé et puis vendu par des développeurs privés ou des sociétés publiques, mais on y attache une certaine valeur. Pour nous, le logement, finalement, c'est, malgré que ce soit le grain le plus fin du tissu urbain, c'est aussi ce avec quoi on construit la société. On l'a bien vu pendant la pandémie, chacun s'est retrouvé chez soi et a pris la mesure des limites de son propre logement. Le dessin que vous voyez affiché ici sur l'écran, la partie basse, c'est un dessin qui a été produit à plusieurs mains par l'ensemble des collaborateurs du bureau en tout début du confinement, où on a en fait cartographié l'espace dans lequel on travaillait. Donc, ce que vous voyez, par exemple, ici, j'ai extrait ma cuisine. J'y ai passé 2 mois, juste en regardant par la fenêtre, par-dessus mon écran d'ordinateur. Et malgré le fait que je sois privilégiée, que j'ai accès à un espace extérieur, que j'ai accès à une lumière naturelle, à un certain nombre de mètres carrés qui est viable pour une seule personne, ça a été extrêmement difficile. Parce que finalement, notre terrain de jeu, le monde dans lequel on évolue, il est constitué par la ville qui nous entoure. Et soudain, donc sur cette carte-ci, on a cartographié nos seuls déplacements autorisés, les déplacements vers le supermarché. Et donc, on voit à quel point cet univers dans lequel on évolue s'est réduit drastiquement. Et cette question de la mise en réseau des différents équipements auxquels on peut vouloir avoir accès, mais aussi aux différentes personnes, parce que là, on est en fait une équipe, on est très soudés au bureau, on fait beaucoup de choses ensemble en dehors des heures de travail.
Mais là, en fait, on était isolés les uns des autres, tout simplement, et très peu d'entre nous ont dans leur quartier une communauté sur laquelle s'appuyer dans ces cas-là. Un dernier dessin qu'on a fait, donc ça faisait partie d'une série qui s'appelait Urbanity and Confinement, c'était de rassembler du coup tous ces espaces individuels dans lesquels on travaillait en un seul grand plan. Un plan qui commence à parler de relations, de savoir quelles sont les parties privatives, quelles sont les parties collectives, de quelle manière est-ce qu'on peut finalement se connecter les uns aux autres tout en préservant ce besoin d'intimité et de privacité. Alors tout ça est très théorique évidemment, mais c'est pour introduire un petit peu la manière dont nous travaillons. Donc ce que nous concevons finalement, c'est les conditions spatiales dans lesquelles peuvent s'inscrire la vie collective. Alors notre portfolio comprend évidemment beaucoup de logements, uniquement du logement collectif, pour cette raison-là. Et chaque projet est l'occasion de redéfinir la manière d'agglomérer finalement différentes unités individuelles. Donc ici à Ouillelart, ici c'est un projet sur les anciens ateliers ferroviaires à Louvain. Donc aussi cette question de l'urbanisme circulaire et de la réutilisation d'anciens sites industriels, où ici on le voit, on est dans une densité très élevée, mais avec des gabarits extrêmement bas. Donc une certaine qualité de vie qui est liée à une certaine situation géographique et culturelle. Mais à Bruxelles aussi, ici à Anderlecht, dans un ancien quartier où en fait le tissu urbain est caractérisé par des maisons à front bâti et puis à l'arrière des anciens ateliers, où finalement on réutilise ces principes d'implantation pour venir densifier en intérieur d'îlots avec du logement. Un autre exemple où on a pu travailler la question du logement sur un ancien site industriel, c'est à Weinegem, c'est le site Canal Vervoort, où on le voit en fait, donc l'entièreté du site, c'est ce triangle ici, mais il y avait toute une série de bâtiments industriels qu'on voulait pouvoir transformer en logement. Et donc, tout l'enjeu, c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait gérer les fonctions accessoires pour l'ensemble de ce projet, notamment un parking, malheureusement, mais nécessaire à cet endroit-là pour pouvoir y insuffler cette densité-là. Comment est-ce qu'on pouvait gérer cette question du parking sur une zone qui était relativement réduite, tout en proposant des espaces verts. Donc ici, par exemple, la photo que vous voyez à droite, tout ça, c'est planté au-dessus du parking. Donc c'est pas impossible de vraiment infiltrer, de vraiment faire pousser des jardins sur un parking. Une autre dimension, c'est qu'on se concentre sur la qualité de vie des gens et nous pensons qu'elle passe aussi par l'activation de l'espace public et par une certaine mixité. Donc une mixité d'usage, une mixité de profil. Ici, on est à Anderlecht, c'est un projet qui a remporté le label Be Exemplary l'année dernière, qui sera probablement livré d'ici 2 ans et qui combine des espaces industriels, des espaces économiques au rez-de-chaussée et du logement conventionné, donc à prix acquisitif modéré, dans les étages. Mais ça se fait aussi en travaillant sur des projets peut-être de plus petite envergure, mais très stratégiques, des projets qui ne sont pas forcément du logement, mais des projets qui viennent supporter des quartiers résidentiels, comme par ici un équipement à Molenbeek, avec une salle de sport, un club de boxe, une crèche, qui viennent en fait vraiment créer une communauté au sein du quartier avec différents profils, différents types d'usagers, différentes tranches d'âge et différents intérêts aussi. Donc cette question de la communauté, on l'a questionnée aussi par rapport à cette étude qu'on a fait sur une série d'églises en Flandre qui devait être réaménagée, transformée, reprogrammée pour faire face en fait juste le vide
qui est lié à l'abandon des églises par les fidèles. Enfin, nous croyons que le bâtiment le plus durable existe déjà. Et donc, vous trouverez aussi dans notre portfolio toute une série de reconversions de bâtiments existants. Ici, un projet récemment remporté à Forêt, sur l'ancien quartier général de Cinzano, les apéros italiens. Et à une autre échelle, ici dans le centre de Bruxelles, une ancienne tour de bureaux des années 60 qui a été entièrement reconfigurée en logement avec 150 unités et seulement 50 places de parking, alors qu'on est à Bruxelles sur une législation qui demande une place de parking par unité. Je vais passer assez rapidement parce que je crois que le temps court. Mais donc, finalement, et c'est ce qui nous amène au projet Begaerdehof dont on va parler maintenant, nous pensons que le projet d'architecture n'est pas un acte solitaire. C'est réellement un projet de co-création. On l'entend évidemment avec nos partenaires techniques, notre ingénieur en stabilité, en technique spéciale, le paysagiste, mais aussi et surtout avec le client, avec les institutions, avec les usagers secondaires du projet d'une certaine manière. Et donc pour nous, le processus de projet est plus important presque que le résultat final. Donc ça nous amène au projet Begaerdehof qui est un projet extrêmement singulier dans la manière dont on a dû l'aborder parce que on n'a pas vraiment eu le choix. Pour juste situer très largement, donc c'est un projet résidentiel mixte qui comprend une 60aine d'unités d'habitation, mais aussi un centre de santé de quartier, un parc, je pense que j'ai une image un peu plus grande, un parc, mais aussi toute une série d'espaces partagés. Alors, est-ce que c'est un projet pilote? Est-ce que c'est un projet qui ouvre la voie à de nouvelles manières de concevoir le projet? Je vais parcourir un peu les différentes ambitions qu'on a voulu porter et peut-être que c'est une question qu'on pourra débattre ensemble dans la deuxième partie de la soirée. Mais donc, ce projet-là, il réunit les principales ambitions que je viens d'énumérer qui vraiment sous-tendent notre pratique d'architecte. La première, c'est sa localisation. Donc clairement, c'est un projet qui requalifie un site en friche, un site industriel en friche, mais aussi un intérieur d'îlot qui, sans ça, sans les dynamiques qui ont été mises en place, n'aurait pas pu en fait être redéveloppé de manière traditionnelle. La deuxième ambition, c'est un mix programmatique, on reviendra là-dessus. La troisième, c'est la qualité de vie. Dans ce projet-ci, elle est intrinsèquement liée aux différents niveaux de mutualisation des espaces dans le projet. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de logement et de la qualité du logement, on parle évidemment de lumière naturelle, de surface, mais il y a aussi toutes les dimensions qui sont liées à la vie en collectivité, à qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on ne partage pas. La quatrième ambition, c'est une ambition de durabilité. Donc pour nous, évidemment, la transformation d'un bâtiment existant, c'est déjà en soi un acte qui a du sens en termes de durabilité, mais on verra aussi qu'il y a d'autres dimensions durables qui sont plus techniques dans ce projet-là. Et enfin, c'est la question du processus avec laquelle je vais terminer. Donc en termes de localisation, on est ici dans la ville de Gand. Donc le centre-ville est vers le haut de l'image. On a ici les voies ferrées qui relient la gare de Dameporte, qui est juste ici, à la gare Saint-Pierre, qui est à 5 minutes ou 10 minutes en train un peu plus loin. Donc on est vraiment à 10 minutes à pied d'une gare ferroviaire. Mais on est dans un îlot qui est d'une part complètement surdimensionné par rapport au tissu urbain environnant et un îlot très complexe dans ses typologies de bâtis.
Donc, on est par exemple sur des bordures de maisons mitoyennes. Ici, on a un espèce de centre commercial avec des boîtes à chaussures de type Brico et Tom Co. Et puis plus loin, quelques immeubles de bureaux et d'anciens immeubles industriels qui seront réaménagés. Et donc, le projet s'implante sur la parcelle qui est ici, qui est en fait une ancienne fabrique, mais qui n'a aucune connexion avec le réseau d'infrastructures viaires. Donc, aucune connexion à la route, aucune connexion aux voies ferrées. C'est vraiment un no man's land au milieu de cet îlot qui est uniquement accessible par le parc et quelques chemins piétons sur le côté. Donc Joël l'a dit en introduisant ma présentation, c'est une ancienne usine métallurgique qui a été, dont les activités ont été arrêtées à la fin des années 90. Donc le site a été racheté par Sogen, qui est effectivement une société de développement urbain qui, à une certaine époque, faisait partie en fait des services de la ville de Gand. Elle est maintenant autonome par rapport à la ville de Gand, mais travaille toujours main dans la main avec les services urbanistiques et d'espaces verts et d'autres services de sociétés de logements sociaux, etc., etc. Donc, Sogent a racheté ce site et a mis en place toute une série d'études pour définir le futur du site. Donc, des études qui ont déterminé, par exemple, que la partie sud allait être affectée à l'extension du parc existant, tandis que la partie nord pouvait, elle, être réaffectée soit à du logement, soit à un mix logement-équipement. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est le RUP, donc c'est l'équivalent du PPAS, du plan particulier d'affectation des sols, qui a transformé les affectations possibles sur ce site-là, de l'industrie vers des nouvelles fonctions. Alors après ce RUP, ils ont lancé un concours que Bogdan Evenbroek a remporté. C'était un concours d'architecture qui portait sur le redéveloppement de la partie nord avec un projet de logement et d'équipement sportif, et la partie sud, un projet de parc. Alors, je vais juste passer très rapidement sur les grands principes qui ont été mis en place pendant ce concours qu'on a remporté. C'était d'une part, évidemment, la réutilisation du bâtiment existant, bien que les toitures n'étaient pas en état d'être conservées, mais de conserver en tout cas la structure de l'ancienne usine. Et puis de venir y insérer les volumes qui étaient nécessaires au programme, mais en travaillant vraiment dans cette idée d'un univers qui était enclos dans cette ancienne usine, en venant évider des volumes pour créer une série de pièces extérieures dans lesquelles les différents programmes prenaient place. Ensuite, il y a eu des questions de volumétrie qui étaient liées à l'orientation par rapport au parc, par rapport aux vues aussi sur la ville de Gand, et qui ont donc défini une certaine gradation dans les différents gabarits. Donc ce concours, Bogdan Evenbroek l'a remporté en 2009. Et puis, le processus a été entièrement stoppé pour une raison très simple, en fait, c'est que Sogent n'avait pas sécurisé les différents accès à la propriété. Donc, j'en ai parlé il y a quelques instants. Le site n'est en fait accessible par aucune voirie publique. Donc, il y a eu donc on a remporté le concours en 2009 et on a recommencé à travailler en 2016. Donc, pendant 6 ans, il y a eu des négociations qui ont dû être menées avec notamment les propriétaires fonciers de la zone économique avec les différents magasins pour négocier une servitude de passage pour donner accès à ce site-là. Cette servitude de passage, elle était essentielle pas forcément pour pouvoir arriver sur le site résidentiel en voiture, parce qu'on le verra plus tard, on a en fait 20 places de parking dans ce projet
pour 60 unités d'habitation et un centre médical. Donc, on est vraiment plus bas que toutes les normes en vigueur en Belgique. Et tout ça a été négocié, évidemment, avec les pouvoirs publics et justifié par les différents modes de car sharing et de mutualisation en fait de cette ressource-là qui nous permettait de passer ça. Mais cette servitude de passage, elle est aussi liée tout simplement à des questions de sécurité. Donc l'accès au site pour les véhicules des pompiers, pour les ambulances, mais aussi pour la collecte des déchets, pour le facteur qui amène le courrier. Voilà, il y avait toute une série de choses qui devaient être mises en place avant qu'on puisse travailler sur le site. Donc, entre-temps, évidemment, le programme qui était prévu sur le site, on est 6 ans après, donc les plans ont changé, les projets ont changé. Donc, Sogent remet en vente finalement ce terrain et lance un appel à investisseurs qui était principalement destiné à des groupes de co-housing. Je crois qu'il y a eu près d'une 60aine de candidatures pour ce site-là, qui est un site exceptionnel à plusieurs égards. Mais l'équipe qui a été retenue, c'est donc les 3 groupes de co-housing Biotop, de Sport et Weigard, et le groupe du centre médical, qu'on appellera WGC juste à présent. Et donc, cette candidature pour procéder à l'acquisition du terrain, elle est aussi liée, vu qu'elle est réalisée à travers le prisme de Sogent, elle est liée à certaines ambitions. Donc, il y a toute une série d'ambitions qui sont liées à l'écologie du projet, à certaines dimensions sociales ou innovantes, qui faisaient partie finalement de l'acte d'achat par les futurs habitants. Alors, ces futurs habitants, finalement, ils ont dû redéfinir un programme pour ce site. Donc, on parle de co-housing, on parle de 3 groupes, mais qu'est-ce que c'est le co-housing et qu'est-ce qu'il y a? Finalement, il fallait définir réellement le projet dans toutes ses caractéristiques purement programmatiques. Donc, on a sur ce site-là un parc, on a du logement, on a ce centre médical qui est un équipement public qui sera vraiment au service de l'ensemble du quartier Malmar. Mais il y aura aussi toute une série de petites additions programmatiques qui vont vraiment ancrer le projet dans son quartier. Donc, le projet s'organise assez simplement. On a le parc ici dans la partie sud et puis la zone résidentielle en haut avec 3 bâtiments qui, grosso modo, reprennent les 3 groupes. On voit que ici, le plus volumineux des 3 bâtiments, au rez-de-chaussée, accueille d'une part le centre de santé et le parking qui sera dédié à l'ensemble du projet. On aura aussi un atelier, peut-être que sur le slide suivant. Donc, le parc en partie sud, qui vient en fait, d'une certaine manière, créer une transition entre le parc public qui existe déjà à l'est du site et le futur projet résidentiel qu'on voit ici depuis le parc existant. Et donc, ces 3 bâtiments s'organisent autour d'espaces partagés, autour de ce qu'on a appelé le Zentrale-Hof, la cour centrale, le jardin central, et viennent recréer finalement une certaine communauté. Une autre image qui est prise plutôt dans les étages et qui regarde par exemple ici sur la toiture potagère qui viendra prendre place chez l'un des groupes et en bas un atelier qui sera partagé avec le quartier. Donc cette qualité de vie, elle est vraiment liée selon nous à tous ces programmes supplémentaires que le co-housing permet de mettre en place. Donc, on a effectivement chaque co-houser, on les a appelés, qui bénéficie de son propre appartement, des appartements qui sont somme toute relativement traditionnels.
Mais il y a toute une série de niveaux de mutualisation. Donc, par exemple, ici, au niveau du quartier, on a différents éléments. Donc, j'ai parlé du centre de santé, j'ai parlé du parking également, qui accueillera notamment des voitures partagées qui seront aussi potentiellement disponibles pour d'autres habitants du quartier. On a cet atelier qui sera également ouvert à d'autres usagers des environs. Et puis, on a ici une partie du site qu'on a appelé le wild card, le joker, d'une certaine manière, qui pourrait devenir un espace communautaire où on peut organiser des fêtes sans forcément pénétrer dans la partie la plus j'allais dire privatisée, mais ça n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de barrière pour entrer sur le site, mais la partie la plus résidentielle est donc la plus intime du projet. Donc cette partie ici du wildcard a plusieurs accès qu'on ne voit pas ici sur ce petit diagramme, mais qui permettent d'être mutualisés avec le quartier et qui, dans le master plan, on le verra un peu plus tard, pourraient aussi être construites dans un futur proche ou moins proche. Ensuite, dans chaque groupe, donc dans chaque bâtiment, il y a une série d'espaces collectifs qui sont aussi mis en place. Alors traditionnellement, dans un projet de co-housing, on va retrouver une cuisine collective, une salle de fête collective. On a ici aussi une série de salles de jeux pour les enfants. Donc on a en fait une communauté qui est extrêmement diverse en termes de tranches d'âge, avec des jeunes couples qui viennent de donner naissance, mais aussi des grands-parents qui ont des enfants et des petits-enfants, des adolescents. Et donc, il y a toute une série d'espaces qui sont spécifiquement destinés aux enfants. Et il y a aussi des laveries collectives, on a des espaces qui sont plutôt dédiés au bricolage, des salles dans les étages qui sont plutôt des salles de yoga. Donc, on a tous ces petits espaces collectifs qui sont réellement disséminés dans toute l'amplitude finalement du bâtiment. On a notamment des chambres pour invités. Donc, plutôt que d'avoir une chambre supplémentaire dans son propre logement, les groupes ont décidé, par exemple, d'en avoir 2 pour l'ensemble du groupe. Ça veut dire qu'à Noël, il va falloir réserver en avance, à mon avis, pour accueillir grand-maman. Mais le reste de l'année, c'est facile d'accueillir des amis pour le week-end et de pouvoir les loger et donc de partager les frais d'une certaine manière de cet espace supplémentaire qui, le reste du temps, ne serait pas utilisé. Une autre dimension un peu spécifique qui est liée à la mutualisation dans ce projet-ci, c'est l'invention, ou en tout cas pas l'invention, mais la mise en place d'une typologie flex, qui est en fait une unité entre 2 unités de logement qui, sur le plan légal, peut être attribuée à l'une ou à l'autre. Donc, dans le permis d'urbanisme, cette unité a un statut particulier où elle peut être considérée comme une entité autonome, mais elle peut aussi être liée, par exemple, à l'un ou l'autre des appartements qui la jouxtent. Et elle peut également être divisée en 2 et donc être partiellement attribuée à l'une ou l'autre unité. Et ça a été quelque chose de très important parce que les usagers du projet se projettent réellement dans un avenir à long terme et savent dès à présent que leurs enfants vont grandir, partir à l'université, qu'ils vont avoir à un moment besoin de réduire leur espace ou de l'agrandir. Et donc, cette flex unit, elle s'adresse aussi à ça, à la possibilité de flexibilité dans le temps du projet. Donc en termes de durabilité, évidemment, on s'installe ici dans la question de la transformation d'un patrimoine existant. C'est un patrimoine qui est somme toute assez banal dans sa dimension industrielle, mais qui témoigne d'une histoire assez riche sur le site, notamment avec toute une série de dessins qui ont été réalisés par l'artiste de rue Roa,
qui ont été cartographiés dès qu'on a pu avoir accès au site pour, dans les démolitions qu'on allait pouvoir mettre en place, s'assurer qu'au moins une partie de ce patrimoine culturel et de cet héritage pourrait être conservée et venir conforter d'une certaine manière les nouveaux usages qui allaient prendre place. Une chose très importante pour nous, c'était aussi de conserver, si pas l'entièreté des murs qui composaient l'usine, en tout cas les murs périphériques qui viennent vraiment dessiner ce site-là, et une série de murs intérieurs qui structurent l'espace. Alors, en termes de durabilité, une des dimensions, c'est qu'on a récupéré les briques des démolitions des murs qui n'ont pas été conservés pour pouvoir venir renforcer les murs qui auront été conservés. Donc, on est vraiment dans un urbanisme, dans une architecture, par contre ici, circulaire, sur le réemploi sur site de certains déchets de construction. Alors maintenant, évidemment, la conservation de ces murs, c'est une réelle volonté qui est liée à un héritage, mais c'est, du point de vue économique, absolument stupide. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, parce que c'est effectivement quelque chose qui coûte extrêmement cher en termes de temps pour trouver des solutions techniques et en termes d'argent pour pouvoir maintenir ces murs sur le site. À plus grande échelle, le projet est notamment entièrement autonome en termes de chauffage et de refroidissement grâce à l'installation d'un puits géothermique sur le site. Il est également neutre en termes de gestion des eaux pluviales. Donc, chaque goutte qui tombe sur la parcelle est traitée intégralement sur la parcelle, et notamment, par exemple, réutilisée, ici on le voit, dans les circulations extérieures, à différents étages dans un des bâtiments. L'eau de pluie est récupérée pour pouvoir, par exemple, arroser ses plantes chez soi et accessible à tous les étages. Cette dimension durable, elle est aussi dans les plus petits détails finalement de l'architecture, où on voit par exemple ici une niche pour les oiseaux qui est intégrée dans l'acrotère des bâtiments. Cette dimension durable, elle est aussi sociale. Le projet ici a fait l'objet d'un processus qui a été mis en place par une association qui s'appelle AIM et qui propose de lever des fonds pour acheter des unités qui sont destinées à des migrants. Donc c'est vraiment cette question de l'inclusion dans le projet de différentes strates, de différents profils également. Et enfin, on s'attaque au gros morceau qui est le processus de projet. Alors, donc, vous l'avez compris au cours des quelques slides que je viens de parcourir. Le projet, c'est un projet qui s'inscrit dans la durée, qui a commencé à la fin des années 90, en 97, qui est toujours en cours. On est ici en 2020. Et la plus grande partie du projet, ça a été en fait finalement une période d'attente qui était liée à des déblocages législatifs et réglementaires. Notre mission, finalement, pendant le stand-by, ça a été d'accompagner Sogent dans la mise en place de ce cadre législatif qui permettait d'avancer avec le projet. Mais c'est une mission différente de celle de l'architecte. Donc, notre mission d'architecte, elle a commencé en 2016 et elle a commencé par l'accompagnement des groupes dans la définition d'un programme, avant de passer à un master plan et puis de suivre le cours classique d'un projet d'architecture avec des permis et puis le chantier. Peut-être que ce qui est important de savoir, c'est que nous allons livrer un projet qui ne sera pas fini, un projet qui sera Casco Plus d'une certaine manière. Casco Plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va mettre en place l'ensemble des techniques nécessaires pour finir les différents logements, mais que pour permettre à l'ensemble des habitants de faire des choix personnels dans l'aménagement de leur logement, les finitions seront réalisées après. Alors on verra que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile dans la gestion de projet.
Donc, l'architecte n'est pas tout seul, évidemment. Quand je parle d'équipe de projet, je parle aussi des ingénieurs techniques. Et donc, ça fait beaucoup de monde autour de la table, surtout quand on parle de 60 logements. Donc, quand on parle de 60 logements, on ne parle pas de 60 clients. En fait, on parle de 97 adultes et d'une cinquantaine d'enfants. Donc, on est vraiment, là, on n'en voit même pas la moitié, mais on est dans un rapport qui est complètement différent de celui qu'on pourrait avoir avec un développeur privé, qui est aussi un professionnel du secteur de la construction, qui comprend le langage et les outils qu'on utilise. Là, il a fallu complètement réinventer la manière dont on envisageait le projet spatial, mais aussi le processus. Donc évidemment, la première question qu'on s'est posée, c'était comment est-ce qu'on allait travailler ensemble. Et on a mis en place toute une série de systèmes dès la première phase qui a été cette définition du programme. Alors ce diagramme qui s'affiche pour le moment est peut-être un peu compliqué, mais je vais essayer de le synthétiser. On a en fait dû définir une série de niveaux de rencontres. Donc, chaque groupe a un certain nombre de participants qui a dû nommer des représentants, des coordinateurs, qui étaient nos interlocuteurs privilégiés directement avec donc l'architecte qui, lui, faisait percoler les informations auprès des ingénieurs techniques. Alors, donc ça marche par groupe. Mais il y a aussi des choses qui se passent plutôt au niveau transversal, parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises au niveau collectif sur l'ensemble du site. Donc, on a appelé ça, si un groupe de co-housing est le co, finalement, cette question transversale, on l'a appelé le co-co, le co-co-housing, qui est en fait ce niveau multiple de co-housing où des décisions doivent être prises à un plus grand niveau. Et donc, il y a eu toute une série de rencontres qui étaient définies, qui rencontre qui, à quel moment et pourquoi, et qui est en charge finalement de la gestion de projet au quotidien, pour ne pas devoir appeler Martha ou Paul à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et qui est en charge également des différents échanges avec d'autres acteurs du projet, qui sont la ville de Gand, les services d'urbanisme, mais aussi le quartier, les différentes associations qui sont présentes sur le site. On a notamment une association qui utilise temporairement la partie du parc au sud du projet. Donc, comment est-ce qu'on communique avec ces gens-là? Et effectivement, c'était bien nécessaire, parce que quand on a commencé le projet, on a reçu toute une série de documents, des documents textuels, des documents graphiques, des fichiers Excel, qui n'avaient il n'y avait pas de template, il n'y avait pas de format, il y avait en fait des gens qui nous communiquaient leurs plus grands rêves sous n'importe quelle forme possible et imaginable. Et donc, il y a eu un moment un peu de panique où on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir traiter cette information? Et donc, il a fallu un peu structurer tout ça. Et on a vraiment commencé à comparer et à mettre en lien les différents désirs les uns avec les autres. Donc, par exemple, ici, c'est un exercice qu'on a fait sur les différents espaces privatifs ou partagés qui étaient demandés dans le projet. Et puis, on a en fait tiré une ligne sur, OK, cela, vous voulez le partager par groupe, mais peut-être qu'il y a des opportunités de mutualisation à plus grande échelle. Est-ce qu'on peut, à un moment, imaginer que cet atelier que deux groupes ont envie d'avoir, c'est en fait soit entre les deux groupes, soit pour l'ensemble des trois, etc., etc. Et donc ça nous a permis aussi d'affiner la question des surfaces à développer. Donc vraiment de dire, OK, il y a deux niveaux. Il y a d'abord les mètres carrés que vous souhaitez développer de manière privée dans vos appartements. Si on les compare avec les standards, par exemple de la SLRB, ici on a pris le VMSW, mais si on compare avec l'équivalent francophone, vous êtes en fait bien au-dessus, alors que ces standards-là sont déjà généreux. Donc il y a peut-être des surfaces à grappiller sur les mètres carrés privés, mais il y a aussi des mètres carrés collectifs qu'on pourrait mettre en réseau et du coup gagner un peu sur
sur cette question-là. Alors évidemment, on avait commencé par du texte, mais on a très vite dû basculer dans des représentations plus graphiques, qui ne sont pas de l'architecture, qui ne sont pas du projet, mais qui sont vraiment une question de relation. Donc, quelle est la relation entre tel espace collectif et les espaces privatifs? Comment est-ce qu'on passe d'un espace à l'autre? Est-ce que c'est un escalier? Est-ce que c'est un ascenseur? Est-ce que c'est une fenêtre? Est-ce que c'est une porte? Donc, on a très rapidement dû passer dans une représentation graphique et commencer à tirer des liens entre tous ces différents programmes. Une fois qu'on a été d'accord sur un programme, il a fallu le mettre en forme et passer vraiment dans cette question de quelle est la volumétrie du projet, quelles sont les différentes relations qu'on met en lumière entre ces différents projets. Et donc, il y a eu énormément d'échanges sur la position des groupes, par exemple. Est-ce que y en a un dans le coin nord ou sud? À un moment, on les a intervertis parce que les désirs et la compréhension des implications spatiales de leur programme se révélaient au fur et à mesure, on a beaucoup travaillé en maquette, se révélaient au fur et à mesure que les bâtiments prenaient forme. Et donc, ils se rendaient compte, ah non, en fait, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on a fait beaucoup d'allers-retours de manière très graphique avec ces maquettes à différentes échelles sur vraiment la mise en forme du programme. Et donc ça a donné lieu à un master plan qui a mis en place certaines règles, qui a été discuté avec les services de la ville de Gand, avec l'urbanisme, avec les espaces verts, et qui a une valeur réglementaire. Donc, la première chose, c'était de définir finalement des propriétés. On n'est pas dans un plan de lotissement classique, on n'est pas dans un plan d'allotement, mais on a quand même défini des propriétés qui étaient liées finalement à la dimension économique du projet, sur quelles étaient les surfaces que chacun des groupes allait devoir acquérir et quelles étaient les surfaces qui étaient laissées à la copropriété. Ensuite, on a défini une série de règles qui étaient liées à l'empreinte bâtie des bâtiments. Donc, on a défini une empreinte bâtie minimum qui nous semblait être la masse critique nécessaire pour ancrer les bâtiments dans ce site-là, mais aussi une emprise bâtie maximum dans les limites de ces propriétés qui avaient été déterminées. Et ensuite, on a travaillé en 3 dimensions. Donc, on a défini ce qu'on a appelé en néerlandais un stolp, qui est une sorte de, c'est pas une enveloppe, c'est une cloche, qui est l'emprise maximale tridimensionnelle que les bâtiments pourraient avoir. Mais à cette enveloppe-là, on a aussi ajouté un pourcentage de l'espace qu'ils pouvaient remplir. Donc, par exemple, on voit ici en rouge, dans l'enveloppe rouge, le bâtiment ne pouvait pas dépasser 48% de ce volume-là dans les 3 dimensions. Donc, ça laissait finalement beaucoup de liberté dans la mise en place des volumes, parce qu'à la fin du master plan, on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup d'espace pour le changement, que les différents choix qu'on avait été amenés à faire étaient des choix qui avaient été faits parce que c'était lié à un timing, mais on sentait qu'il y avait encore de la maturation qui devait se faire dans le projet. Donc, on a abouti à ce master plan, et donc là, on a eu accès à un nouveau type de réunion qui a été les réunions de quartier, vraiment, où on a pu présenter le projet aux habitants, les riverains, pas les habitants du futur projet, mais les riverains, et qui ont pu eux aussi finalement venir alimenter ce programme qui était toujours en changement. Alors, une fois qu'on a eu ce master plan, il a été temps de commencer à penser au permis, et c'est là que les choses se sont compliquées pour nous. Parce que si on avait travaillé sur une dimension plutôt collective par le passé, là on entrait vraiment dans la dimension individuelle. Donc, quel est le contour précis de l'appartement, où sont situées les fenêtres? Donc, on était vraiment dans la question
quels sont finalement les choix qu'on doit faire pour soumettre un permis d'urbanisme, tout en laissant une liberté. On est toujours dans cette liberté de choix qui est liée à l'individualité des usagers finaux. Quels sont les différents choix qu'on doit faire pour soumettre ce permis d'urbanisme. Et donc, ça passe par la taille des chambres, la position des fenêtres, la structure. Donc, toutes ces questions devaient être résolues dans cette phase-là, tout en laissant un peu de marge. Donc, au début, on a travaillé beaucoup avec des fichiers Excel, où on envoyait des templates vides, où on demandait à chacun des habitants de remplir, ok, le nombre de chambres, l'étage auquel ils auraient voulu vivre. Et alors, on s'est retrouvé avec beaucoup de problèmes très rapidement, parce que tout le monde voulait vivre au dernier étage. Donc, on a un peu retourné la question vers les groupes en leur donnant des devoirs à faire à la maison et en leur demandant de venir avec une certaine clé de répartition, finalement, du prix d'achat qu'ils allaient mettre en place pour chacun de ces appartements. Et donc, par exemple, un appartement à un étage élevé avait une valeur plus élevée qu'un appartement dans un étage plus bas, où il y avait aussi des questions d'orientation. Et ça a permis un peu d'équilibrer tous ces désirs fous où tout le monde voulait avoir tout et de remettre ça en perspective avec ces choses-là. Mais évidemment, à un moment, il a bien fallu qu'on rencontre tous ces gens. Et ça a été quelque chose qui a été extrêmement complexe à mettre en œuvre et extrêmement dense à vivre. Parce que donc on a effectivement rencontré un par un chacun des 60 futurs propriétaires d'un logement. Et donc on a dû travailler avec un plan de bataille. Ici vous voyez, donc c'est la salle dans laquelle je me trouve ce soir, qui est notre grande salle de réunion, où on a à ma gauche ici un grand mur où on peut épingler des choses et puis une table qui permet de recevoir plusieurs personnes à la fois. Et donc, on a dû travailler en recevant 2 familles à la fois. On a mis en place en fait toute une série de systèmes. Par exemple, on recevait 2 familles en même temps qui étaient dans 2 unités contiguës l'une à l'autre. Ça nous permettait aussi parfois de négocier certaines limites entre une unité ou l'autre. Donc ça, c'est une de ces journées donc, où on me voit, moi je suis ici avec mes collègues et en face de nous, les co-housers. Et on travaillait vraiment sur plan à la main en expliquant, OK, on a un plan vide, comment est-ce qu'on le remplit, quelles sont les différentes séquences spatiales qu'on met en place. Et il a fallu travailler très vite, très en profondeur dans finalement le niveau de détail dans lequel on allait, tout simplement pour pouvoir remonter et en extraire les quelques choix qu'on avait à faire pour soumettre un permis d'urbanisme. Donc ça partait vraiment d'un petit croquis. On a dû illustrer parfois sur le tas par des petites 3D parce que les gens ne comprennent pas forcément l'outil plan. Aussi passer en revue différentes options, les différentes qualités, où est-ce qu'on met les chambres, où est-ce qu'on met le living, quelles sont les différentes possibilités dans une seule et même enveloppe, dans une seule et même empreinte d'appartement. Et on a fait tout ça dans un timing très serré. Donc j'ai expliqué qu'on a travaillé sur ce projet avec beaucoup d'Excel. On a aussi travaillé beaucoup avec le planning, sur comment est-ce qu'on met en place ces réunions et les séries de décisions qui doivent être prises pour pouvoir respecter notre propre échéance. Donc, on travaillait sur ces one-on-one, on a appelé ça comme ça, les face-to-face, mais en parallèle, il fallait aussi continuer à travailler sur les espaces collectifs, sur les questions plus générales de matérialité du bâtiment, sur les questions de sécurité incendie. Et donc, on a vraiment ajusté ces moments. Ici en rouge, on voit que pour rencontrer les habitants un par un, ça nous prenait une semaine en fait. Donc on préparait le lundi, on rencontrait tout le monde du mardi au jeudi et puis le vendredi, on partait en week-end. Par contre, c'était un processus qui était extrêmement riche d'humanité. Donc on a en fait rencontré
une centaine d'individus qui ont tous une histoire, qui ont tous des rêves, qui, au cours du processus, ont eu des enfants, qu'ils ont allaités dans nos bureaux. Certains d'entre nous venaient nous dire, oui, ben, en fait, moi, je voudrais 2 chambres, mais je suis divorcée, je désespère pas de trouver un prince charmant et peut-être d'avoir un autre enfant. Donc, il faudrait peut-être que mon appartement puisse évoluer dans ce sens-là. Donc, toutes ces histoires, c'est des choses qui ont enrichi notre propre manière de travailler sur des projets aussi plus traditionnels. Donc, ce rapport avec l'usager final, on l'a en fait très rarement. Je vais accélérer un peu parce que je pense qu'on prend beaucoup de temps. Mais donc, une fois qu'on a remis ce permis, il a fallu également commencer à faire des choix qui étaient liés à l'exécution. Donc, aux différents chapitres d'un cahier des charges, qui passent par les matériaux de façade jusqu'aux matériaux intérieurs. Quels étaient les types de cloisons intérieures, les types de sanitaires, de quelle manière on allait organiser ça. Et donc, il a fallu là aussi retravailler les outils qu'on avait mis en place. Donc, on avait travaillé sur des plans sur lesquels on dessinait à la main. À un moment, il a fallu leur livrer des plans sur lesquels il fallait que eux nous donnent un retour. Pour un plan d'exécution, déplacer un mur de 20 cm, on va pas le faire en face à face. Donc, il a fallu organiser plutôt des échanges par correspondance où on donnait des plans et une grille de lecture et une sorte de boîte à outils avec lesquels ils pouvaient adapter les plans. Et donc, il y a eu toute une série de choix aussi qu'on leur a laissés ou pas. Donc, ici, c'est un autre des fichiers Excel auxquels je faisais référence. Et en jaune, on voit par exemple les choix qui peuvent être faits par le groupe, par l'habitant ou uniquement par le représentant. Et donc, il y a eu toute une série de choix à faire qu'on leur a laissés ou pas. Parfois, on leur a pas laissé. Et donc, il a fallu aussi traiter toutes ces informations et donc, par exemple, recevoir des plans et devoir les retraiter par derrière. C'est quelque chose qui a pris énormément de temps parce qu'il y a eu énormément de communication téléphonique aussi pour comprendre parfois ce que certains habitants avaient voulu mettre en place. Alors maintenant, on en est où? Le chantier a commencé l'année dernière. On a désigner un entrepreneur qui finalement prend le relais de notre côté de la gestion des différents usagers finaux pendant la phase d'exécution. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque réunion de chantier, à chaque réunion de chantier, il y a un représentant, par exemple, de chaque groupe qui est présent dans cette réunion et un coordinateur principal. Vous voyez ici Adelaide qui, à l'approche de Noël, tricote des bonnets et donc nos 2 architectes en charge du chantier ont chacun reçu là récemment des jolis bonnets, un avec un motif de briques réutilisées et l'autre avec les nouvelles briques des nouveaux bâtiments. Mais donc, l'entrepreneur général a dû lui aussi, sur base de ce que nous avions développé comme processus pendant les phases de conception, a dû développer toute une série de pierres d'achoppement, de moments clés dans le processus où les différents usagers peuvent faire des choix qui sont liés. Voilà, si je choisis un certain carrelage, la chape doit avoir une certaine épaisseur. Si je veux que ma lampe de chevet soit de ce côté-là du lit, il faut déplacer la prise. Donc, toutes ces questions-là, avec tous ces acquéreurs, c'est quelque chose qui est finalement très peu compatible avec la vitesse d'un chantier et qui doivent être vraiment prises depuis le début. Alors maintenant, évidemment, les réunions de chantier sont un peu moins peuplées, mais ils ont mis en place des systèmes pour pouvoir quand même participer aux différentes réunions. Donc, on en est maintenant presque au point le plus haut du chantier. Ça, c'est une photo qui a été prise il y a quelques semaines, mais maintenant 2 des 3 bâtiments ont atteint leur point culminant. Donc, on avance bien. Et on espère arriver au printemps de l'année prochaine à la livraison
de ce projet en Casco Plus, auquel j'ai fait référence plus tôt. Mais à ce moment-là, les ennuis vont continuer. Je pense que notre rôle dans ce projet-là sera un peu moins présent, bien qu'on considère que notre rôle ne s'arrête pas à la livraison du chantier. Mais les différents acquéreurs vont devoir procéder aux finitions de chaque appartement, alors que certains auront déjà emménagé dans les bâtiments. Il y aura différents corps de métier, différents entrepreneurs qui seront présents. Et donc, je pense que ça va être le premier test pour ces toutes nouvelles communautés. Premier test de voir comment organiser finalement cette collectivité-là, aussi dans des questions très logistiques qui sont liées à la manière dont on vit ensemble. Alors, je pense que c'est un projet, pour conclure, qui est extrêmement particulier. C'est un projet qui nous fait rêver. On a l'impression que les enfants qui vont être élevés dans ce projet-là, avec autant d'adultes à leur côté, avec une communauté, avec autant de potentiel et d'opportunités, seront des adultes qui vont probablement contribuer à une meilleure société. Mais on sait aussi que ce genre de processus a ses limites. Des limites qui sont liées au temps que ça a pris. Voilà, nous on est en discussion avec ces futurs acquéreurs depuis 5 ans, mais ils n'emménageront pas dans leur logement avant 2021, peut-être 2022. Il y a des questions aussi qui sont économiques. Donc j'ai expliqué que ces appartements sont finalement traditionnels. C'est pas parce qu'on coupe l'intermédiaire du développeur privé qu'on arrive à construire à un prix au mètre carré qui est meilleur marché. En fait, on paye le même prix, voire parfois un peu plus, mais la valeur ajoutée est différente, la valeur ajoutée de la collectivité. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il c'est peut-être plus intéressant de laisser la place aux questions. Mais merci pour votre attention. Merci Sarah. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Sarah, un tout grand merci pour la grande qualité de ta présentation. Ce que j'appréciais et ce qui est appréciable, c'est effectivement le continuum intellectuel dans lequel vous êtes depuis le moment où tu as passé à nous expliquer vos cadres, vos référentiels et vos compréhensions de l'aménagement du territoire jusqu'à la compréhension de l'emplacement d'une clinche de porte pour caricaturer. C'est très intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y a une imbrication, une articulation de tous ces gestes-là qui est très importante et très importante pour arriver finalement à remettre l'humain au centre de vos préoccupations. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment très enrichissant parce que vous avez apporté énormément de thématiques qui mériteraient d'être développées les unes après les autres. Je pense qu'on va y revenir sans doute ici pendant les discussions.